Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans le joyeux univers de la déco et du bien-être. C'est moi, Hélène, votre guide dans le monde merveilleux de la décoration intérieure, du confort et de l'optimisation d'espace et je suis très contente de vous accueillir pour cette aventure pleine de style, d'astuces, de conseils et de bonne humeur. Des conseils pratiques pour aménager votre espace, des idées déco audacieuses et des astuces bien-être pour vous sentir bien chez vous, c'est ce que vous trouverez dans cet épisode d'Optimise ta maison. C'est l'objectif, on va tout faire pour l'atteindre ensemble. Dans cette émission aujourd'hui, dans la rubrique conseils, nous aborderons un sujet crucial pour ceux qui envisagent de construire leur propre maison, les erreurs à éviter. De la phase de planification à l'estimation des coûts, chaque étape du processus de construction comporte des pièges potentiels qu'il est essentiel d'éviter. Alors on va découvrir les erreurs les plus courantes et comment les éviter pour que votre projet de construction se déroule sans accroc. Ensuite, nous nous intéresserons à notre séquence histoire avec les grands designers et architectes d'intérieur qui ont marqué leur temps, ces visionnaires qui ont façonné l'histoire de la déco. Puis nous aurons une rubrique insolite avec les grottes et les maisons troglodytes. On va littéralement se rendre sous terre pour explorer le mode de vie unique des habitations troglodytes. Ces maisons creusées dans la roche offrent un lien profond avec la nature et une expérience de vie incomparable. Et nous terminerons avec la séquence plan validé, plan recalé. C'est une rubrique dans laquelle je vais valider ou non le plan que certains d'entre vous m'ont envoyé avant de commencer la construction de leur maison. C'est important d'être bien sûr de ce que l'on va faire construire, vous êtes d'accord avec moi? Et oui, certains plans sont magnifiques, certains sont cohérents et d'autres sont étrangement pas très prometteurs du tout. Alors mon rôle dans cette rubrique sera de vous donner mon avis, de valider donc votre plan ou pas. Et si évidemment je perçois des améliorations, je vous les proposerai. Voilà ce qui vous attend dans cette émission déco pleine de surprises, je l'espère, et de bonne humeur. Alors asseyez-vous confortablement, prenez peut-être une bonne petite tasse de thé ou de café et laissez-vous emporter par la magie de la décoration intérieure. Avant toute chose, s'il vous plaît, pensez à vous abonner, à partager la vidéo et à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines émissions d'Optimise ta maison, la chaîne du bien-être et surtout de la déco. Allez go! Et sans plus attendre, on plonge directement dans le premier chapitre de cette nouvelle émission avec les conseils déco. Oui, comme je vous le disais en introduction, nous allons découvrir aujourd'hui les erreurs les plus courantes dans vos projets de construction et surtout comment les éviter pour que tout se déroule sans accroc. L'une des erreurs les plus courantes est de se précipiter dans la construction sans une planification initiale adéquate. Prenez le temps de définir vos besoins, vos objectifs et vos priorités avant de commencer le processus de construction. Engagez des professionnels. Consultez des architectes, des ingénieurs et d'autres professionnels pour vous aider à concevoir un plan qui répond à vos besoins tout en respectant votre budget. Une autre erreur fréquente est de sous-estimer les coûts réels de la construction. Établissez un budget réaliste en tenant compte de tous les coûts associés à la construction, y compris les matériaux, la main-d'œuvre, les permis et les frais accessoires. Prévoyez des marges de sécurité pour faire face aux imprévus et aux dépassements de coûts éventuels. On ne sait jamais. Négliger les détails du plan peut entraîner des problèmes majeurs pendant la construction. Assurez-vous que toutes les spécifications et les détails du plan sont clairement définis et communiqués à tous les intervenants du projet. Ensuite, il faut que vous révisiez régulièrement le plan pour vous assurer qu'il reflète toujours vos besoins et vos préférences. On ne sait jamais, ça peut évoluer. Un quatrième point consiste à utiliser des matériaux de mauvaise qualité qui peut compromettre donc la durabilité et la qualité de votre maison. Donc, optez pour des matériaux durables et de haute qualité qui résisteront à l'épreuve du temps et réduiront les coûts d'entretien à long terme. Renseignez-vous sur les matériaux disponibles sur le marché et leurs caractéristiques pour prendre des décisions éclairées. Une gestion de projet efficace est essentielle pour s'assurer que la construction se déroule sans accroc. Envisagez d'engager un gestionnaire de projet professionnel pour superviser toutes les étapes de la construction et coordonner les différents intervenants. Établissez une communication ouverte et transparente avec tous les membres de l'équipe de construction pour éviter les malentendus et les retards. Voilà, nous avons passé en revue 5 erreurs courantes à éviter lors de la construction de votre maison, de la planification initiale à l'estimation des coûts. Si vous avez des expériences ou des conseils à partager, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et si ces quelques conseils vous ont été utiles, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et de partager cette rubrique avec tous ceux qui se lancent dans un projet de construction.
Voilà, j'espère que vous avez bien noté. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à regarder à nouveau cette rubrique. Et pour tous ceux qui aiment jouer, je vous propose de commencer dès maintenant avec un quiz déco. C'est le moment de faire chauffer vos méninges et déguiser vos talents de décorateur d'intérieur. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour notre quiz. Alors voici comment ça marche. Je vais vous poser des questions déco avec 4 options de réponse. 3 sont des pièges à éviter, mais une seule est la vérité vraie. Pour participer, il suffit de répondre dans les commentaires avec le numéro de la question et la lettre de la réponse. Par exemple, Q1 égale B, question 1 égale réponse B, etc. Vous avez compris. Allez, on commence? Et on commence avec la première question. Quel est le principe clé de l'éclairage dans une pièce? Réponse A, plus il y a de lumière, mieux c'est. B, l'éclairage doit être uniforme dans toute la pièce. C, il faut varier les sources lumineuses et les niveaux d'éclairage en fonction des activités. D, l'éclairage naturel n'est pas important. Question 2. Qu'est-ce que le principe de la perspective atmosphérique en design? Réponse A. Utiliser des tons chauds pour créer une atmosphère accueillante. B. Ajouter des plantes pour améliorer la qualité de l'air. C. Utiliser des couleurs claires pour agrandir visuellement l'espace. C. Utiliser des motifs complexes pour ajouter de l'intérêt visuel. Question 3. Qu'est-ce que le Feng Shui dans la décoration? Réponse A. Une méthode de placement des meubles pour une circulation fluide de l'énergie. B. Un style de décoration asiatique avec des éléments traditionnels. C. Une approche minimaliste de la décoration. D. Un style de décoration rustique avec des matériaux naturels. Question 4. Quel est l'objectif principal du zoning dans l'agencement d'espace? Réponse A. Créer des zones spécifiques pour différentes activités. B. Maximiser l'utilisation de l'espace disponible. C. Utiliser des couleurs vives pour délimiter les zones. 3. Minimiser les coûts de construction. Question 5. Quelle est la règle des 60-30-10 en matière de couleurs? Réponse A. 60% de la pièce dans une couleur principale, 30% dans une couleur secondaire, 10% dans une couleur d'accent. B. Utiliser 60% des couleurs chaudes et 40% des couleurs froides. C. Choisir 60% de meubles en bois et 40% en métal. D. Répartir les couleurs de façon égale dans toute la pièce. Question 6. Qu'est-ce qu'un plan d'étage ouvert en architecture d'intérieur? Réponse A. Un plan sans aucune séparation entre les pièces. B. Un plan avec des meubles disposés au milieu de la pièce. C. Un plan avec des espaces extérieurs accessibles depuis l'intérieur. D. Un plan avec une disposition circulaire des pièces. Question 7. Qu'est-ce qu'un faux plafond en architecture d'intérieur? Réponse A. Un plafond qui n'est pas réellement là, juste peint en blanc. B. Un plafond bas utilisé pour créer une ambiance intime. B. Un plafond suspendu au-dessous du plafond principal. D. Un plafond avec des moulures décoratives. Question 8. Quel est l'avantage d'utiliser des miroirs dans la décoration? Réponse A. Ils peuvent refléter la lumière et agrandir visuellement l'espace. B. Ils ajoutent une touche de luxe à n'importe quelle pièce. C. Ils sont faciles à nettoyer. D. Ils sont souvent utilisés pour cacher des défauts dans les murs. Question 9. Qu'est-ce que le biophilic design? A. Un style de décoration inspiré par la nature. B. Utiliser des matériaux biologiques dans la construction. C. Un design axé sur la santé et le bien-être des occupants. D. Un design qui intègre des éléments vivants comme des plantes. Et la dernière question, la numéro 10.
Quel est l'avantage d'utiliser des meubles multifonctionnels dans un petit espace? Réponse A. Ils sont généralement moins chers. B. Ils permettent d'optimiser l'utilisation de l'espace disponible. C. Ils sont plus faciles à déplacer. D. Ils ajoutent une touche de modernité à la décoration. Allez, poursuivons notre chemin et arrêtons-nous quelques minutes chez quelques grands designers et architectes qui ont marqué leur temps. Préparez-vous à être inspiré par le génie créatif de ces grands maîtres du design. Allez, go! Bienvenue dans notre rubrique spéciale Les grands designers et architectes d'intérieur du passé. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à ces visionnaires qui ont façonné l'histoire de la décoration. Alors préparez-vous à plonger dans le génie créatif de ces maîtres du design, à découvrir leurs œuvres emblématiques et à comprendre leurs influences durables sur notre manière de concevoir les espaces. Allez, on commence notre exploration avec Frank Lloyd Wright, l'un des architectes les plus influents du XXe siècle. Il est célèbre pour son approche révolutionnaire de l'architecture organique, qui vise à créer des bâtiments en harmonie avec leur environnement naturel. Ses œuvres emblématiques telles que la Fallingwater House en Pennsylvanie et le musée Guggenheim à New York témoignent de son génie révolutionnaire. Et donc en intégrant des matériaux naturels comme le bois et la pierre avec des lignes fluides et organiques, Wright a créé des espaces uniques et intemporels qui continuent d'inspirer les architectes du monde entier. On poursuit notre voyage dans le temps avec le duo légendaire Charles et Ray Eames. Ils sont connus pour leur polyvalence et leur ingéniosité. Ce couple de designers a laissé une empreinte indélébile sur le design moderne. Leur approche multidisciplinaire les a conduits à créer des meubles emblématiques tels que la célèbre chaise Eames Lounge et la Eames Molded Plastic Chair. Et donc en combinant innovation technologique, confort ergonomique et esthétique élégante, les Eames ont repoussé les limites du design et ont ouvert la voie à une nouvelle ère de mobilier contemporain. Et on passe maintenant à Le Corbusier, l'un des pionniers du mouvement moderne en architecture. Architecte, urbaniste et designer, Le Corbusier a révolutionné notre façon de concevoir l'habitat et l'espace urbain. Son concept de l'unité d'habitation, présenté dans son ouvrage célèbre de 1923, a jeté les bases du logement collectif moderne. En prenant une approche fonctionnaliste et rationaliste, Le Corbusier a cherché à répondre aux besoins de la société moderne tout en préservant une esthétique épurée et intemporelle. Ses réalisations emblématiques comme la Cité radieuse continuent de susciter l'admiration et l'inspiration à ce jour. Et enfin, on termine notre exploration avec Coco Chanel, l'icône de la mode qui a transcendé les frontières du design pour laisser sa marque dans le monde de la décoration intérieure. Connu pour son style élégant et intemporel, Chanel a influencé non seulement la mode, mais aussi le design d'intérieur. Son approche raffinée et sophistiquée se reflète dans ses créations, caractérisées par l'utilisation de couleurs neutres, de textiles de qualité et de détails subtils. En introduisant l'élégance du monde de la haute couture dans nos intérieurs, Chanel a redéfini le concept du luxe et a inspiré des générations de designers. Encore un autre quand même avant de terminer. On explore maintenant l'héritage de Ludwig Mies van der Rohe, un architecte et designer allemand qui a laissé une empreinte indélébile sur le paysage architectural moderne. Alors Mies van der Rohe, Mies, je ne sais pas trop comment on le prononce, était donc un pionnier du mouvement moderne et un défenseur du concept de moins c'est plus. Son approche minimaliste et fonctionnaliste se reflète dans ses chefs-d'œuvre tels que le pavillon allemand pour l'exposition universelle de 1929 à Barcelone et les gratte-ciel emblématiques comme le Seagram Building à New York. Voilà, donc son mantra « God is in the detail » illustre son engagement envers la simplicité et la précision comme dans la conception architecturale. Et cette fois, on termine vraiment notre exploration avec une figure contemporaine du monde de l'architecture et du design, Zaha Hadid. Pionnière de l'architecture paramétrique et déconstructiviste, c'est dur à dire, Hadid a repoussé les limites de la conception architecturale avec des formes organiques et des structures futuristes. Ses œuvres emblématiques comme le Centre aquatique de Londres pour les Jeux Olympiques de 2012 et le Guangzhou Opera House Chine témoignent de son talent visionnaire et de son engagement envers l'innovation. Et en retrouvant le prestigieux prix Pritzker en 2004, Hadid est devenue la première femme à être honorée de cette manière, marquant ainsi son impact indélébile sur le monde de l'architecture. Voilà pour notre voyage à travers les grands designers et architectes d'intérieur du passé. J'espère que vous avez été aussi fascinés que moi par le génie créatif de ces visionnaires
qui ont marqué l'histoire du design. Leur héritage perdure et continue d'inspirer les générations futures à repousser les limites de la créativité et de l'innovation. Alors j'attends vos commentaires juste en dessous. J'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé de ces grands designers. Inspirant, n'est-ce pas? Ça laisse un peu rêveur. Allez, on se reprend, on revient à la vie d'aujourd'hui. Et on va maintenant s'intéresser dans notre rubrique insolite à un drôle d'habitat, la maison troglodyte, ou la grotte. Je tiens à rassurer tous les claustrophobes, tout va bien se passer. Allez, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on va littéralement se rendre sous terre pour explorer le mode de vie unique des maisons troglodytes, des habitations en tout cas. Ces maisons creusées dans la roche offrent un lien profond avec la nature et une expérience de vie incomparable. Mais avant de décider de vous installer dans une grotte, il est important de peser les avantages et les inconvénients. Et on commence donc avec les avantages. Les maisons troglodytes offrent une température intérieure stable tout au long de l'année grâce à l'inertie thermique de la roche. C'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est l'isolation naturelle. Bah oui, la roche offre une isolation naturelle contre les températures extrêmes, ce qui permet de réduire les coûts de chauffage et de la climatisation. Le troisième point, c'est la durabilité. En effet, ces habitations sont naturellement durables et résistantes, nécessitant peu d'entretien au fil du temps. Le quatrième point concerne l'intégration paysagère. Les maisons troglodytes s'intègrent harmonieusement dans leur environnement naturel, préservant ainsi la beauté du paysage. Cela va sentir. Le cinquième point concerne l'intimité et la sécurité. Bah oui, les grottes offrent une intimité et une sécurité naturelle idéale pour ceux qui recherchent la tranquillité et la solidité. Allez, maintenant on passe au côté négatif, les inconvénients. Le premier inconvénient que l'on peut retrouver dans une maison troglodyte, c'est évidemment l'humidité. Les grottes peuvent être sujettes à l'humidité, ce qui peut poser des problèmes de moisissure et de dégradation des matériaux. Le deuxième point, c'est le manque de lumière naturelle, évidemment. Les espaces souterrains ont souvent un manque de lumière naturelle, ce qui peut rendre les intérieurs sombres et déprimants. Le troisième inconvénient concerne les contraintes de conception. La conception d'une maison troglodyte peut être limitée par la forme et la structure naturelle de la grotte, ce qui peut limiter évidemment les options de conception et de personnalisation. Là, on ne pourra pas pousser les murs, même si on s'appelle Hulk. Le quatrième point, c'est l'accessibilité. L'accès aux grottes peut parfois être difficile, surtout dans les régions éloignées ou montagneuses. Le cinquième point, c'est l'adaptation au mode de vie. Vivre dans une grotte nécessite une adaptation du mode de vie, notamment en ce qui concerne l'organisation de l'espace et la gestion de l'humidité, comme je le disais tout à l'heure. Alors on va synthétiser un peu tout ça. Et donc pour résumer, habiter une grotte ou une maison troglodyte offre des avantages uniques en termes de stabilité thermique, de durabilité et d'intégration paysagère. Par contre, il faut également prendre en compte les défis liés à l'humidité, au manque de lumière, naturelle évidemment, et aux contraintes de conception. Avant de vous installer dans une grotte, assurez-vous donc de peser soigneusement les pour et les contre, et de vous préparer à un mode de vie différent mais enrichissant. Si cette rubrique vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et de la partager avec tous ceux qui envisagent de vivre dans une maison troglodyte ou pas. Et surtout, partagez votre avis dans les commentaires. Merci. Alors, comment vous vous sentez après cette présentation? Vous êtes prêts à déménager? Vous avez vu, il y a pas mal d'avantages. Quelques inconvénients aussi, certes, mais bon, réfléchissez quelques minutes et on en reparle. Allez, il est temps de passer à ce qui est déjà la dernière rubrique de notre émission, le valider versus recaler. C'est quoi le valider recaler? C'est une rubrique qui va vous aider à valider vos plans de constructeur quand vous avez envie de construire votre maison. Alors, mon rôle ici va être de vous donner mon avis, si je le trouve cohérent, le plan, si je le trouve parfait, sinon je vous propose une idée d'amélioration. Alors attention, on parle de plan, pas de décoration ici. Structure des pièces, ok. Donc ne vous attendez pas à des lustres, ceci, des tapisseries, cela, une cuisine de folie. Non, ici, on se dit ce mur ici, cette cloison là-bas, par exemple. On est d'accord? Alors on y va. Comme je vous le disais en introduction, j'ai tiré au sort parmi vos demandes et aujourd'hui il s'agit d'une petite maison de 2 chambres que Sylvain et Patricia souhaitent faire construire. Elle est particulière car elle est sur pilotis. Le garage étant la base de la maison, regardez le plan. Alors déjà, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce plan. Alors en regardant vite fait, on pourrait se dire « Super, cette maison est très bien pensée ». Mais si je peux me permettre, et je vais me permettre puisque c'est l'objet de cette rubrique, 2 choses. Déjà, vous avez vu où se situe l'entrée. Elle fait face à un mur. Ce n'est pas le problème car sur ce mur, Sylvain et Patricia pourront y placer un porte-manteau, un rangement à chaussures, une console pour déposer les clés. Bon, bref, plein de choses. Mais une fois entré, on se tourne vers la gauche et on a un espace vide. Encore sur la gauche, la cuisine.
La cuisine semble très bien, mais cet espace vide à côté de la cuisine est un peu perturbant car on ne peut rien y mettre de cohérent. Il n'y a pas assez de place pour y installer une table à manger. De ce fait, cette table sera placée dans la partie salon qui ne semble pas déjà immense. Il va donc falloir coller table, chaise et canapé. Bof. Deuxièmement, c'est la cuisine qui est loin de la salle de bain. Bon, c'est pas grave en soi, mais pour optimiser le tout en plaçant la salle de bain entre les deux chambres, on a deux avantages. Déjà, on réduit la longueur des canalisations. Et surtout, les deux chambres peuvent avoir un accès direct à la salle de bain. Alors voici ce que je suggère à Sylvain et Patricia. Pas de grands changements, le constructeur ne fera pas tant que ça la tête, mais je pense que ces petites modifications pourront leur rendre la vie dans leur future maison un peu plus fonctionnelle et pratique. C'est l'objectif. Alors comme je le disais, j'offre un espace dédié à la salle à manger. On évite les pertes d'espace au niveau de l'entrée. Je change l'endroit de l'escalier. Je place l'entrée au rez-de-chaussée. De cette façon, les chaussures boueuses ou pas restent en bas. En haut, on fait l'économie d'un espace entrée. Et ces quelques mètres carrés supplémentaires serviront à mieux organiser l'espace salle à manger salon. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis les toilettes dans cette partie de la maison sur le trajet cuisine-salle de bain. Le plombier aimera l'aspect direct, je pense. Et pour cacher la vue de la porte d'entrée et des toilettes, j'ai positionné une cloison ouverte, une sorte de bibliothèque, pour y poser toutes sortes d'objets utiles ou décoratifs. Et je donne accès à la salle de bain aux deux chambres. Voilà, c'est simple et je l'espère efficace. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires juste en bas. Comme d'habitude, j'ai hâte de connaître votre avis. Et voilà mes chers amateurs de déco, c'est déjà la fin de cette première nouvelle aventure déco sur Optimise ta maison. J'espère que vous avez apprécié ce voyage au cœur de la créativité et de l'inspiration et que vous avez trouvé de sérieux conseils pour embellir votre chez vous. Avant de nous dire à bientôt, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu de la sortie de nouvelles émissions. Et surtout, mettez un pouce en l'air s'il vous plaît, si l'émission vous a plu. Ça me donnera du courage pour vous fabriquer de nouvelles émissions avec de nouveaux sujets toujours plus créatifs et inspirants. Car chez Optimise ta maison, la décoration intérieure est une passion que je partage avec vous et j'ai hâte de continuer cette aventure avec vous. Je tiens également à remercier chacun d'entre vous pour votre soutien, pour vos commentaires et vos messages inspirants. C'est grâce à vous que cette émission prend vie, alors continuez comme ça, merci. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle aventure déco, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.